preview. Hello, comment ça va? 8 previews, ça va très bien et toi Alex? La dernière, des 8. Ouais. En 5 jours. Bien sûr, les 8 previews, 5 jours. Ouais. C'est le 5e jour. Donc on est sur la 8e preview. Tout à fait. Tout ça, c'est logique. Et on termine avec le meilleur pour la fin, c'est ça? Bien sûr. Les meilleurs pour la fin. Série entre les Suns et les Pélicans, on va en faire la preview. C'est la 8e preview des 8 previews en 5 jours. Quel marathon formidable avant le début de ces phases finales qui démarrent donc ce samedi soir. Ça y est, les playoffs sont à nos portes. Les Suns, eux, joueront ce dimanche à domicile pour accueillir les Pélicans. Alex, avant même que je présente le line-up comme d'habitude, comment on se sent? Comment on se sent là, ça y est, alors qu'on approche des phases finales et peut-être, j'ai envie de dire, des phases finales les plus importantes depuis que t'es fan des Suns? Ouais, clairement on peut le dire. Les Suns, comment ils arrivent, ils sont favoris quoi. Ils sont favoris. Les Suns, s'ils vont pas en finale NBA, ça va être des playoffs qui vont être considérés comme à un moment donné comme ratés. Bien sûr. Et s'ils sont pas champions, il y aura de la déception. Donc c'est dire à quel point il y a des attentes. Maintenant, le parcours il est long, hein. Les playoffs ça dure 2 mois. Il va falloir jongler entre les éventuelles blessures, les problématiques et tout ça. Donc il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression quoi. C'est la pression qu'on aime consommer, comme dirait Charles Barkley. Dans tous les cas, faites attention. C'est le qu'on met dans les pneus, je crois, il a dit Charles Barkley. Tout à fait, avec modération bien évidemment. Le modèle, il va pas changer, même s'il y a déjà eu 7 previews auparavant et que vous pouvez bien évidemment les regarder avant le début de ces playoffs ou même pendant le début des playoffs. On va évidemment démarrer avec notre dynamique des deux équipes. Ensuite, on fera un petit hashtag. Exactement, le hashtag tactico-technique. Tout à fait, dans lequel on ira dans le bureau de Didier Deschamps pour parler de ce qui se passe à même le terrain dans ce crispolico, ma foi, entre les Suns et les Pélicans. Des belles retrouvailles. Bon, ça aurait été aussi le cas avec les Clippers, j'ai envie de dire. Ensuite, on sortira les jumelles pour parler d'un joueur à suivre. Exactement, en particulier. Exactement. On aura l'occasion de pouvoir bien discuter d'un garçon sur lequel on va zoomer. Et on terminera avec le pronostico, l'avenir. Cette section dans laquelle on vous dit ce qui se passe en fait. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça, exactement. On approche, on vous dit comment ça se passe. C'est ça qui est pratique. On va pas perdre une seule seconde. On va démarrer avec la dynamique des deux équipes. Vous connaissez évidemment ce running gag de la part d'Alexis Nator. On a parlé d'Atlanta en premier dans sa série face au Heat. Rendons tout de suite hommage à nos amis dirigé par Willie Green. Les Pélicans sortent de ce play-in tournament. Alex, moi j'ai envie d'applaudir. C'est du beau boulot. C'est de la belle ouvrage. Ouais, c'est de la belle ouvrage. Pas simple. Ils ont gagné que... Attends, bouge pas. Ils ont gagné que 36 matchs. Tu peux le répéter pour les fans des Clippers, s'il te plaît? Ouais. Tu m'étonnes. Là, il doit y avoir un somme, là. Et je le comprends d'ailleurs. Voilà, mais bon, c'est comme ça, les règles étaient fixées depuis le début de saison, donc il faut les assumer maintenant. Et oui. Ce qui est assez intéressant dans la dynamique des Pélicans, ils ont gagné que 36 matchs. Si tu regardes la saison d'un point de vue global, ils ont le 19e offensive rating et le 20e defensive rating, donc c'est pas ouf tout ça. Mais si tu regardes la dynamique depuis la trade deadline, c'est-à-dire depuis à peu près le 10 février, c'est-à-dire depuis le trade de CJ McCollum. Et de Larry Nance. À peu près. Et de Larry Nance Jr. Et de Tony Snell aussi. Mais c'est vrai que CJ McCollum, quand même, on va peut-être en reparler dans cette preview à un moment donné, mais voilà, c'est intéressant. Depuis le 10 février, offensive rating 9e. Comme quoi, CJ McCollum, c'est quand même pas mal pour l'attaque. Et le defensive rating 14e. Ça va mieux. Donc ça va mieux. Ça coïncide aussi. Il y a eu Brandon Ingram qui a été absent et Brandon Ingram là il est revenu puis il a bien chauffé lui aussi, mine de rien. What up, KD? Ouais, genre notamment la nuit dernière contre les Clippers, Brandon Ingram. Je sais pas si t'as vu, Bastien, moi je l'ai trouvé pas trop dégueu. Si, j'étais évidemment en direct devant le match. J'ai trouvé correct. C'est Kevin Durant, ça fait plaisir. Ouais, c'est correct, comme on dit. Donc la dynamique des Pélicans sur la globalité de la saison, voilà. Sur la fin de saison et le dernier tiers, là, elle est plutôt bonne.
On a une équipe qui commence à bien adhérer aux principes et aux principes de jeu de son coach. Principe de jeu qu'il a acquis dans une maison qui est en Arizona. Voilà. Oh là là, attention, les fans de Golden State sont en train de hurler. Je rigole. Mais il sort du coaching staff de Monty Williams pour devenir head coach. Mais c'est vrai qu'il est aussi passé par les Warriors, l'ami Willie Green. Deux belles écoles. Et d'autres écoles notamment d'ailleurs, tout à fait. Non mais c'est vrai, c'est pas mal. Ah bah bien sûr. Et d'ailleurs, je trouve que la progression au fur et à mesure de l'année des Pélicans peut être évidemment attribuée Ingram n'était pas tout le temps là, l'arrivée de McCollum et tout, mais le travail de fond de Willie Green, notamment sur l'aspect défensif, est réel. Oui, ça c'est sûr. C'est réel. Donc, je suis content pour lui, moi, perso. Je suis content pour lui qu'ils aient réussi à accéder jusqu'aux playoffs. Je pense que c'est important pour ce groupe. C'est important pour Ingram. C'est important pour McCollum. C'est important aussi pour, Herb Jones, par exemple. Tous. Le petit jeune rookie là, qui s'est donné la couenne du début à la fin. Bien sûr. Et voilà, et après, oui, Valanciunas, évidemment. Enfin, il y a tout un tas de gars qu'on va pas citer tout l'effectif des Pélicans, mais voilà, ils se sont battus, ils sont là. Et tout à fait. Cette victoire à Los Angeles, elle est belle parce qu'elle montre notamment le caractère de ce groupe. On a adoré voir les Alvarado notamment et les Trey Murphy aussi qui ont bien contribué. De l'XP à ne plus qu'au savoir en faire pour les jeunes. Tu vas chez Reggie Jackson et Nicolas Batum et tu vas t'imposer alors que tu es mené de 10 points dans le 4e quart-temps. Ça montre à la fois le potentiel de ce groupe et tout à fait le suivi derrière un coach qui est en train de recevoir ses fleurs, Willie Green. Donc formidable pour les Pels, qui avaient démarré la saison avec 12 défaites sur leurs 13 premiers matchs et sont aujourd'hui en play-off. Vive le play-in tournament où vous pouvez revenir des enfers pour aller jouer une première série de play-off. C'est clair. C'est vrai que c'est pas mal parce que normalement les Pels ils devraient être devant leur canapé avec LeBron. On remercie LeBron pour son tweet en pleine nuit. Je sais pas si t'avais vu ça. Lequel tweet ? Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Non, j'ai pas vu. De quel tweet tu parles ? On est en plein match et LeBron, donc qui est à Cancun, envoie un tweet parce que Tyronn Lue a fait des superbes ajustements en début de deuxième mi-temps. Et LeBron, pour pas faire c'est le meilleur coach de tous les temps. Et il dit que c'est le meilleur coach de la NBA et débattez avec vos enfants si vous voulez. Mais puisqu'il connaît bien les règles du tempering, il dit pas que c'est Tyronn Lue, il dit c'est le meilleur coach, etc. Machin. Et à partir de ce tweet, ils prennent un 22-5 ou un truc comme ça. C'est un chat noir, en fait. C'est un chat noir, en fait. C'est un membre de l'équipe de Trash Talk, donc Trash Talkers. Plus sérieusement, en effet, la dynamique, elle est très très bonne pour les Pels. Le public est incroyable. On avait vu le match contre San Antonio. Je pense que l'ambiance sera complètement folle. Ça va pas leur faire peur, mais très hâte de voir les deux matchs à domicile pour les Pélicans, qui en plus vont pouvoir créer une nouvelle page parce que mine de rien, la dernière fois qu'ils ont été en play-off, il y avait un mono-sourcil qui était à la tête de ce bordel et il y avait du potentiel, donc ça leur fait du bien aussi avec Griffin et compagnie. Il y a de l'enjeu parce que pendant ce temps-là, on voit Zion qui fait des 360 en jogging. Là, t'es d'accord, tu les as vus comme moi. Parce que là, ils sont en train de lui passer un bon petit message. Ils sont en train de lui dire, mec, il y a une bonne petite place à prendre. Moi, je peux pas jouer. T'es d'accord ou pas ? Ils sont en train de lui passer un petit message pas mal. Ah, bien sûr. Mais je peux pas jouer, Alex. J'ai mal. C'est clair, moi quand j'ai vu les images aussi, j'étais là genre c'est comme ça, c'est comme ça. Bon. C'est pas contre lui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a le staff des Pélicans qui prend ses décisions, etc. Mais c'est juste bien en sûr, effet, bien ça nous a fait rire. Mais la dynamique en tout cas des Pels, elle est super chouette. Équipe très très fun à regarder pour celles et ceux qui ont la possibilité. Refaites-vous ce Game 7 de Play-in Tournament à Los Angeles. De l'autre côté, laisse-moi checker. T'as une clope? Côté Suns. Oh, ben dis donc, c'est une bonne petite dynamique ça. C'est pas mal cette affaire. C'est la meilleure équipe de la ligue. Puis alors, c'est la meilleure équipe de la ligue du premier au dernier jour de la régulière. Il n'y a pas eu trop de. Au début de la régulière, il y avait les Warriors. Je suis vache. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Il y avait les Warriors. Mais après, les Warriors ont eu des petits déboires, notamment des déboires physiques, on va pas se mentir. Et là où les Suns n'ont jamais faibli, même quand Chris Paul a raté une quinzaine de matchs, il a raté Chris Paul, un truc comme ça. Ouais. Environ, Même pendant une quinzaine de matchs sans Chris Paul, ça n'a pas moufté l'affaire. Ça n'a pas moufté. Très impressionnant. Très impressionnante cette saison des Suns. 3e meilleure défense, 4e meilleure attaque, meilleur net rating de la ligue, 64 victoires. 64 victoires, c'est quand même un petit club, c'est bien, 64 victoires. C'est record de franchise. Record de franchise, tout à fait. Puis même à l'échelle de la NBA, c'est propre, quoi. 64 victoires, ça commence à être bien. Un travail collectif complètement hallucinant, le ballon qui circule de ouf, une clutchitude dans les 4e quarts, mais honnêtement,
Et c'est même pas le fan des Suns qui parle. Mais non, mais vas-y, Alex. Et ça faisait un bail que j'avais pas vu une équipe qui était aussi létale. Ah, mais c'est complètement... En fait, j'étais là en train de me dire, bon, quelle équipe j'ai vu être aussi létale? Il y avait donc évidemment les Warriors de Kevin Durant, puisque là, il y a tellement d'armes. Mais c'était plus de la létalité presque individualisée. Alors que là, en fait, tu sais pas qui va te tuer, là. Mais tu sais que tu vas mourir, par contre. Bien sûr, c'est le dernier... exemple en date collectif comme ça, moi qui m'est venu en tête. J'ai pas souvenir qu'ils soient comme ça. Hein. Non, très clairement, ce sont les vieux briscards de Dallas en 2011 qui étaient la comeback team complètement dingue où les mecs, tu te faisais punir soit par Dirk, soit par Jason Kidd, soit par Jason Terry, Deshaun Stevenson. Ils avaient une confiance suprême en allant dans les 4e quart-temps parce qu'ils étaient capables d'eux. Mais là, les Celtics de 2008 aussi. Ils en ont sali des gens. Mais là, c'est vrai que les Suns, moi j'en ai parlé dans le free flow pas mal. Je pense que c'est même pas une question d'être fan ou pas être fan, c'est juste au-delà des étiquettes et du clubisme, etc. Si vous appréciez le basketball et le sport collectif, ce que Phoenix vient de proposer d'octobre à avril est exceptionnel. Exceptionnel dans tous les registres importants du jeu. Et on peut ne pas aimer certains aspects. Je sais qu'il y a des fans notamment qui n'ont pas aimé ce côté très arrogant qu'il y a du côté de Phoenix. Et en effet, c'est une équipe qui se ramène chez toi et qui chie dans ton frigo et qui te dit merci. Et c'est toi qui nettoie en fait. Ouais, j'avoue. Donc c'est un peu arrogant, mais par contre, il n'y a rien à dire au niveau basket. Ça a été formidable à regarder. Donc, record de franchise, dynamique parfaite. Tu abordes les playoffs en clair, meilleure équipe de la NBA et de la conférence Ouest. Puis la mentalité globale, Bastien. Bien sûr, non, mais... T'as vu les déclats de Saric? Saric, il a dit j'ai mal au genou, c'est pas encore bien réparé, mais s'il faut, je jouerai. C'est un Croate. Et soldat, le 14e homme, c'est Saric, c'est un soldat. Ayton, là, qui se fait un peu tenser, oui, on dit que vous êtes les villains, tu sais, de la ligue et tout, je sais pas si t'as vu ça. Ayton, il répond ouais, peut-être, au fait. On s'en bat les couilles. Pas de problème, on en a rien à battre. Évidemment, Booker et Chris Paul, voilà. Ils ont dit quoi? T'as dit quoi? Michael Bridges, il parle jamais, il dit jamais rien, par contre, il est là à tous les matchs, et puis. Si demain il a des voix pour le Deepoy, c'est loin d'être un scandale. Non, ouais, voilà. Puis après, il y a des têtes de cons à plus quoi savoir en faire. Là, les Cameron Payne, Jay Crowder, Torrey Craig, McGee, Biyombo. Enfin, il y a le talent et ce qu'ils ont fait. Il y a la profondeur. On verra quel est le 8-9 que Monty Williams va vouloir utiliser en playoff, mais il a du choix en fait pour faire son 8-9 en fonction limite de l'adversaire ou de ce qui se passe dans une série. Il y a des immenses certitudes sur la répartition du scoring, il y a des immenses certitudes défensives. Enfin, clairement, c'est Phoenix arrive pour beaucoup de gens en favori de ces playoffs et c'est assez logique. Tout à fait. Et sans parler, quand on parle de dynamique, évidemment, de ce couteau entre les dents. # couteau entre les dents, puisque tu as le seum d'avoir perdu les finales de l'année dernière. Donc, c'est l'opening. Tu menais 2-0. Tout à fait. C'est l'opening des playoffs de la meilleure équipe de NBA en ayant dans le rétroviseur ou dans le vestiaire. Vous connaissez ce genre de série américaine dans le locker. Là, tu ouvres la porte du locker, il y a une photo de Giannis qui contre Ayton. Les mecs, ils se réveillent tous les matins, ils ont la haine, ils veulent retrouver Chris Paul, ça. Il rajeunit pas, Chris Paul, s'il veut sa bague un jour, cette année, il y a une fenêtre de tir quand même assez sérieuse, quoi, on va dire. Elle n'a jamais été aussi ouverte. Donc la dynamique est excellente pour les Phoenix Suns. Les Pels ont pas grand chose à perdre. Il y a de la jeunesse, il y a de la fougue, et donc ça va être très intéressant à surveiller. On est bon sur la dynamique ? Ouais, je pense, ouais. Eh bien, ça me permet de faire transition tout de suite avec justement ce hashtag du point tactico-technique. Alex, je te laisse le faire. Les gens aiment bien quand tu fais aussi le hashtag. Bam, je le mets bien. C'est un double 2. Voilà, il y a un double 2, double All-Star du côté de Phoenix. Et donc, on va parler dans cette section qui est dans le bureau d'Didier Deschamps d'un petit aspect du jeu qui nous fait plaisir. Alex, qu'est-ce que tu as surveillé en premier ? La bataille en termes de mid-range. Il y a du client. Parce que, voilà. Au début, j'ai un petit peu hésité. On verra ce que t'as toi en tactico, mais au début, j'ai un peu hésité. Je me disais, il y a aussi l'aspect genre Phoenix, pas prendre de haut. Là, tu vois, ils n'ont pas joué depuis une bonne semaine quand ils vont démarrer leur série. Et faut faire attention parce qu'en face, il y a une équipe athlétique, vénère, qui va débarquer du play-in toute chaude, quoi. Tu vois, donc faut faire attention. Faut bien démarrer pied au plancher. Mais
je me dis que oui, c'est important, mais que ça se trouve, même Phoenix peut en perdre un au premier match, et en fait, ça change pas grand-chose à la physionomie de la série. Je trouve que tactiquement parlant, la bataille du mid-range va être cruciale, puisque si Chris Paul et Devin Booker sont des boss du mid-range, avec en plus un Ayton qui sait en mettre, enfin il y a pas mal de joueurs, tu vois, qui sont très sérieux, même Bridges, il a bien progressé. Ouais, Comment Mikal, exactement. Bah en fait, en face, déjà rien que McCollum, c'est un client au mid-range. Et Brandon Ingram, il est sérieux. Et Jonas Valanciunas, en fait, eux aussi en face, ils utilisent pas mal de choses assez mid-range dans leur attaque, dans la façon dont ils choisissent leur spot de tir et tout. Et donc finalement, on a une série, évidemment que le 3 points va être important, 2 équipes où il y a pas mal de joueurs capables de les mettre dedans et tout, mais on sait que quand ça se resserre, Phoenix l'a montré pendant tous les playoffs l'année dernière et l'a encore montré pendant toute la régulière. C'est vrai que le mid-range, quand t'as des kings comme ça du mid-range, bah pour gagner les matchs en fin de match, c'est pas mal. Ça exécute. On a vu Booker et Chris Paul assassiner des types à 5,50 m derrière des écrans, là c'était quand même assez incroyable cette année quand même. Bien sûr. McCollum est capable de rivaliser sur ce sujet. Ingram aussi. Et donc, Phoenix, c'est la meilleure équipe au tir. 48% et demi de réussite au tir global cette saison, avec une pace dans le top 10 quand même. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi injouables, parce que les mecs jouent hyper vite et puis ils ratent pas beaucoup. C'est un vrai sujet pour les Pélicans. Willie Green sort tout juste du staff de Monty Williams, donc je pense qu'il est au courant. Je pense qu'il a une petite idée de ce qui se passe à l'intérieur des Suns. Ouais. Et les Suns ont montré aussi toute l'année qu'ils observaient très bien l'adversaire et qu'ils bossaient très bien leur playbook et tout. Ils savent, ils connaissent CJ McCollum. C'est qui ? C'est Zion Jones. Ils connaissent CJ McCollum, les Suns. Ils connaissent évidemment Brandon Ingram. Ils ont des joueurs incroyables. Je veux dire, Brandon Ingram, on va lui envoyer Mikal Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder. Enfin, tu vois, CJ McCollum, ça va pas non plus être une partie de plaisir. On va voir l'organisation défensive et tout ça. Donc, à chaque fois que les matchs seront serrés, je serais pas du tout surpris que la bataille se resserre sur des choix de spots de tir dans cette zone de mid-range, là, ce périmètre dans la free throw line extended jusqu'à la ligne à 3 points, en gros, entre 5,50 m et 7 mètres. Et là, il va se passer beaucoup de choses. Il faudra très très bien défendre ces endroits-là et très bien attaquer dedans. Je pense que c'est une des clés, si ce n'est la clé, quasiment, de cette série. Je suis bien d'accord, ça va être très intéressant de voir notamment comment les Pels arrivent à défendre là-dessus, parce que personne n'a trouvé la solution contre Phoenix jusqu'ici, lorsque ça tire à mi-distance, c'est un peu tendu. Personne. Après, il faut dire que c'est compliqué, parce que c'est trop tendu, et c'est vrai que c'est bien bossé, les systèmes sont bien bossés et tout, enfin, attention. Et puis les Suns ont été capables en effet de verrouiller en défense, donc quand tu vas devoir entrer dans ce périmètre-là, McCollum par exemple, il a un peu vu là sur le Play-in Tournament que quand tu avais certains switches face à des grands, lorsqu'il y a Nico Batum qui est venu faire chier, un excellent match de Batum, qui est venu faire chier les Ingram et les McCollum, ton tir à mi-distance, c'est plus aussi facile qu'avant quand tu as un arrière qui fait ta taille, quoi. Tout à fait. Donc, je suis bien d'accord. Évidemment, à titre personnel, je vais m'extasier devant ce gap entre expérience et inexpérience. On a les darons du bloc. Alors, ça veut pas dire qu'il y a personne qui a de l'XP du côté de New Orleans. McCollum quand même. Il y a McCollum, Valanciunas, ça a quand même un bout de playoff aussi. Donc, on a vu des garçons capables de faire des belles choses. Je crois que Larry Nance aussi, il avait pu participer aussi à une ou deux choses. Alors que vraiment, le staff de la Louisiane est en train de s'installer en bas de chez moi. Mais pour le coup, on a d'un côté Phoenix qui est le daron du bloc. C'est vraiment le caïd du bahut et qui a envie de mettre des tartes à tout le monde. Et donc, c'est eux qui ont l'expérience. C'est eux qui peuvent dicter la manière dont cette série va se dérouler. Est-ce que c'est une fessée rapide ? Et à ce moment-là, c'est bien exécuté. Est-ce qu'on va vous mettre la torgnole justement dans le 4e quart-temps ? Même si vous avez bien construit votre lead, on a donc les darons de l'autre côté. D'un côté, pardon. De l'autre, on a cette inexpérience, cette fougue et absolument rien à perdre. Et il y a des équipes qui n'ont rien à perdre, type là on en parlait, Atlanta Miami, t'es 8ème, bon on va voir, il y a quand même des attentes, mais là c'est vraiment des jeunes qui vont en play-off et qui n'ont pas peur en fait du challenge. Et j'ai très très hâte de voir comment les Alvarado, Herb Jones, Trey Murphy, etc. se pointent dans ce genre de série et disent ah putain, c'est les Suns.
Ah, c'est parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Ingram, hein. Mais même Ingram, tout à fait. C'est les premiers playoffs en carrière, si je dis pas de bêtises. Pour ces garçons-là, c'est un petit peu genre. Ah bah chouette. Non, parce qu'en fait, on a entendu notre coach Willie Green, il a dit qu'on pouvait les battre. Enfin, tu vois, ils sont capables d'être totalement portés par le moment, parce que c'est quelque chose de très nouveau. Et ça me fait en fait penser à une série potentielle, et il faut voir si ça va jusque-là, après on fera la partie pronostic, à une série que les fans d'Atlanta connaissent très bien, et ceux de Boston aussi. Nous sommes en 2008, le run des Celtics qui vont aller jusqu'au titre, où le premier tour, bah, tu joues Atlanta, tu te dis c'est easy, et ça se joue en 7. Tu sais, parce que tu as la fougue de Al Horford, Josh Smith, etc., et de tous ces jeunes qui disent, en fait, on en a rien à faire. Lors des premiers playoffs de KD, je dis pas de bêtises, je crois, c'est pareil, ça avait affronté les Lakers. Ils avaient essayé, les Lakers de Kobe, Bynum, etc. Ces jeunes avaient essayé de secouer le daron en place. Et donc, j'ai très hâte de voir, en fait, si New Orleans est juste un vilain moustique sur le pare-brise, donc merci d'être venu, mais en fait, vous allez vous faire défoncer, ou en fait, bah, Willie Green, qui connaît bien les Suns, qui est intelligent et qui a l'air d'avoir tellement la poigne là, sur son groupe, est capable de faire les bons ajustements et de dire « Eh les gars, moi je vous le dis, faut les faire trembler là un peu. » Alors certes, on va pas tenir sur la durée de la série, mais allez-y, poussez-les. Et donc ça veut dire être malin défensivement. Ça veut dire tenir face à la pression. Parce que quand Phoenix débarque à domicile et que les mecs ils te mettent un run là, tu sais, comme vous savez faire là dans le troisième quart-temps là, où ça devient n'importe quoi. Parfois c'est le premier quart aussi. Phoenix, parfois c'est le premier quart cette année. Comment est-ce que tu réagis face à ça ? Je veux bien voir, et donc ça nous permettra aussi de placer le curseur sur ces jeunes Pélicans qui sont pas là favoris au titre, mais qui ont envie de construire un projet. Est-ce que les Pels, c'est juste un petit projet, on est de passage, ou en fait on est là, tu sais, on se retrouve dans les 30 jours et on va être là genre, putain, tu sais que les Pels en scred... Maintenant qu'il y a Zion et tout. Tu sais que, t'en souviens ce qu'ils ont fait au play-in, les mecs, ils vous avaient pris 2 matchs et tout face aux Suns, et en fait, bah, sur la conférence Ouest, il y a qu'une équipe qui a pris 2 matchs aux Suns, et c'était au premier tour. Tu vois, ce genre de truc, il faudra... Oh, regarde-le. on sait pas, on verra. Mais expérience versus inexpérience, j'ai très hâte de voir ça. Et notamment votre capacité, vous, à vraiment terminer la série assez tôt. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une chose qui est très vraie dans ce que tu as dit. Il y a le gap d'expérience, évidemment, il est ultra réel. Mais c'est vrai que par contre, ils ont des beaux outils pour faire chier les Suns. D'un point de vue tactique. Bah ouais. Alvarado, Herb tu le mets sur Chris Paul. Herb Jones, Ingram, c'est des ailiers qui vont casser les couilles à Booker, Bridges, Cam Johnson et compagnie. Non, bien sûr, McCollum, faudra quand même bien défendre sur lui. Ils ont des armes. Ouais. Et même Valanciunas, face à Ayton, il aime bien ce genre de... Il s'en fout, de ce genre de tronc d'armes. Il leur manque une grosse, à mon sens, c'est le côté gestion. Mais sinon, c'est vrai qu'ils ont des armes. Tout à fait. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous avez surveillé de très très près sur ce point tactico-technique. On va devoir enchaîner, Alex. Allez, on va checker un petit joueur. On sort les jumelles. Et donc dans cette section, on s'occupe d'un joueur sur lequel on va zoomer. Qui vous allez regarder, Alex? Qui tu vas regarder en priorité? Monsieur DeAndre Ayton. Je viens de parler un peu du combat là qu'il allait avoir sur les extérieurs. Booker, probablement on va lui envoyer Herb Jones en premier rideau très souvent. Michael Bridges va devoir s'y coller sur Brandon Ingram. On va voir comment ils s'organisent les Suns pour s'occuper de McCollum, mais ils ont tout à fait des joueurs à mettre dessus aussi. Enfin, tu vois, tu peux mettre Crowder sur Ingram et Bridges sur McCollum, tu vois, ça va déjà bien les occuper, ça, Ingram et McCollum par exemple, tu vois. Dans la raquette, mine de rien en face, il y a quand même Jonas Valanciunas, son expérience, son vice et ses qualités techniques offensives, indéniables, sa capacité à prendre beaucoup de rebonds. Le bondissant Jackson Hayes, voilà, bon, c'est à peu près ça, plus Larry Nance Jr. Quand même. Bon, bah, DeAndre Ayton, mon poteau, tout à l'heure j'ai parlé de prendre la série sérieusement, de leur rentrer dedans, de y aller bien comme il faut au mastic. Je compte sur un bon gros DeAndre Ayton. Ah ouais. Déjà, Valanciunas et Jackson Hayes, en défense, si Ayton s'applique et qu'il impose son côté taille, poids, freak, puissance, il doit scorer. Et il va être servi par les copains et tout machin. Il doit scorer, il doit prendre du rebond aussi. Après, c'est vrai qu'ils peuvent lui envoyer Larry Nance, qui est un défenseur un peu plus discipliné, peut-être qu'il saura un peu plus faire chier. On verra comment les rotations et comment les match-ups tombent à ce moment-là. Larry Nance peut aussi beaucoup croiser du McGee, on verra ça. On n'en est pas là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette optique de patron, les Suns vont avoir besoin justement du DeAndre Ayton des playoffs de l'année dernière. Tu sais qui se comportait comme un patron là, qui arrivait, qui faisait attendez, enfin en fait non, enfin c'est moi le meilleur intérieur de la série. C'est ça que je veux voir. Je veux qu'on regarde cette série et qu'on se dise
Ayton, 17 points, 12 rebonds, 2 contres. Elle a pas raté beaucoup de tirs. Il a fait mal quand il fallait. Il a posé des bons gros écrans. La défense des Pélicans s'est bien améliorée. Elle a un défaut, c'est au niveau des rotations. Jackson Hayes, il saute un peu trop et il est un peu foufou et tout. Et Valanciunas, si tu veux, derrière les pics. Moi, je veux bien que Chris Paul et Booker, ils aient du Valanciunas à jouer derrière les pics. Il va faire du cardio, Jonas, ça c'est sûr. Ça va aussi dépendre de la qualité des écrans de DeAndre. DeAndre, mine de rien, quand il te met des 1080 en 4K, c'est relou quand même, tu vois. Bien sûr. Donc, oui, c'est le joueur que je vais suivre. Je vais suivre tous les Suns évidemment, mais DeAndre Ayton, faut pas sous-estimer l'opposition qu'on va lui mettre là. Valanciunas, c'est pas un mec facile à défendre. C'est un mec qui va venir te faire chier là avec sa taille, son poids, son côté terrien, ses gros muscles, son vice aussi, tu vois. Ayton a un vrai adversaire direct, au moins en starting 5 déjà. Et ensuite, tu vas te bouffer du Jackson Hayes, du Larry Nance en fonction de comment Willie Green les met sur le terrain. Par exemple, au play-in, il a démarré le match avec Jackson Hayes et Valanciunas. Tu vois, on verra si... Contre les Suns, on verra s'il nous sort du comme ça contre les Suns ou pas, on verra. Mais ça me paraît compliqué parce que Young Crowder qui shoot à 3, enfin ça peut vite être un problème pour eux. Mais on verra ce qu'ils font là-dessus les Pélicans. Ce qui est sûr, c'est que sous les cercles, derrière les écrans, pour rouler au rebond, l'ami Ayton, il va avoir du gros pépère en fait. Ouais, je suis d'accord. Et il va falloir bien s'en occuper. Moi, si Ayton il commence à sortir au bout de 2 fautes, pour 2 fautes au bout de 8 minutes, parce qu'il a sauté sur des pump fakes de Valanciunas, ça va bien me saouler ça. Je suis d'accord, même si t'es content après d'avoir Maggie et Biyombo, etc. Mais ça doit être. Oui, il y a de la rotation, ça c'est clair. Ça doit être. C'est vrai qu'on oublie souvent. L'année dernière, avec le run des Suns, on parle du fan qui dit Suns in 4 ou de Devin Booker ou de Chris Paul. Ayton, Mais Ayton, dans une série face à Anthony Davis, on s'est regardé, on a fait galère. Ensuite, il a joué Jokic et Jokic lui a donné ses fleurs en lui disant. Et même Nico a dit waouh, en termes de match-up, c'était vraiment très très solide. Donc. Je suis d'accord, rien à foutre. J'adore Valanciunas, etc. Mais DeAndre Ayton ça doit être le meilleur pivot de la série pour moi. Ouais, c'est important pour les Suns. S'il fait ça, ça va être très rapide. Si Ayton est le meilleur pivot de la série, qu'il est genre, tu sais, en 18-12 et puis que c'est propre, c'est extrêmement mauvaise nouvelle pour les Pélicans. Ça, je suis d'accord. Rendez-vous le week-end prochain. Voilà, donc ça sera mon joueur à suivre, DeAndre. Eh bien, je vais partir sur monsieur CJ McCollum, dont tu as parlé évidemment en long et en large dans la section mid-range, évidemment, puisque c'est son art, l'art du tir à mi-distance. Mais je parlais à l'instant d'inexpérience, de ne pas savoir ce qui se passe. CJ McCollum, c'est un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'à Denver, ils se souviennent de 2-3 choses, notamment de monsieur Michael. Ils connaissent pas CJ McCollum, ils connaissent Michael McCollum. De Michael McCollum, tout à fait, de CJ Jordan, qui avait été énorme pour notamment réparer un choke de Damian Lillard. On reviendra sur cette histoire une prochaine fois. CJ McCollum, qui donc est attendu. Et il y a à la fois son rôle en tant que jeune leader, qui a été récupéré dans un transfert qui s'avère être un excellent transfert pour les Pélicans. On est en train de le voir et de le confirmer depuis la trade deadline. Vraiment, il a été splendide dans son intégration. Ce qu'il apporte dans le vestiaire, ce qu'il a comme intelligence de jeu, il est bien physiquement. Il adore le challenge, il est capable de prendre feu et j'adore Michael, j'adore Devin Booker, j'adore tous les garçons qui peuvent mettre dessus, même si évidemment il y aura plus du Devin Booker, j'ai l'impression d'entrer, puisque Michael s'occupera d'un garçon avec des longues tresses. Je pense que McCollum fait partie de cette catégorie de joueurs. En fait, ils en ont rien à faire. Et on a déjà vu des séries de playoffs où McCollum n'en a pas grand-chose à foutre. Les fans de Memphis aussi s'en souviennent. Et où en fait, tu prends tarif. Et ce que je ne sais pas, c'est quel McCollum va se pointer. Et aussi, quel arrière aura plus de balles dans son chargeur. Parce qu'on parlait de secteur intérieur là. Mais alors, CJ McCollum face à Devin Booker, sur le papier, c'est Phoenix qui a le meilleur arrière, hands down. C'est sûr et certain. Devin Booker offensivement, ça cause, parce que McCollum est quand même un client incroyable. Par contre, en globalité, sur la saison en de Booker... global, c'est sûr et certain, Devin Booker doit être au-dessus. Si je suis CJ McCollum, j'ai envie de faire un petit statement. Genre, bonjour, nous avons Devin Booker en face. Tu es certes mieux entouré, mais sache que sur cette match-up-là, attention, je vais te regarder droit dans les yeux. Un peu plus âgé, un peu plus d'XP, un peu plus de capacité aussi à punir quels que soient les switches. Il va y avoir des money time où... Phoenix va se pointer et va dire ouais, regarde ce qu'on va leur mettre là on va exécuter pendant 3-4 minutes, etc. Sauf que s'il y a bien une solution du côté de New Orleans sur laquelle il faudra axer, en plus de celle de Brandon Ingram qui est capable lui aussi de créer à titre individuel et pour ses coéquipiers, c'est que McCollum il a cette intelligence. C'est peut-être le mec le plus smart
de l'effectif de New Orleans et que vous allez affronter sur ce premier tour. C'est-à-dire McCollum, il fait, les gars, là, juste temps mort là, avec Willie Green, c'est sûr ils vont coller un run là. Donnez-moi juste les ballons ou essayons d'axer sur tel joueur. Tu vois, je trouve que McCollum, il a cet élément-là où en fait, il peut tenir le mind game de zinzin que Phoenix impose dans une série de playoffs. Et donc, je compte vraiment sur lui parce qu'on n'a pas envie d'avoir un McCollum à 17 points de moyenne et à 38% au tir, quoi. Il faut un McCollum à 25-26 points où on dit waouh, c'était vraiment un transfert de zinzin, ils l'ont bien récupéré. Et encore une fois, quand on fait les 30 privés en 30 jours, quelle série de playoffs de McCollum face aux Suns. Faudra voir comment il réagit, comment il répond quand il va se faire cibler, parce qu'alors lui va se faire cibler. Tu vois, toi aussi, il y a les pompiers qui passent. Ouais, moi aussi, ouais. Ah oui, il y a Zion. C'est Zion, il était chez toi, il arrive chez moi. Il fait le tour de Paname. Incroyable. Mais tu disais ouais, McCollum, faudra voir comment il répond quand il se fait cibler. Ben oui, bien sûr. Parce qu'il attaque bien McCollum, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est sûr, les Suns, ils vont dire à Booker, tu vas devoir défendre un peu McCollum, tu vas voir, c'est relou. Par contre, t'inquiète, on va s'organiser pour que tu puisses bien lui attaquer sur la gueule. Tout à fait, tu vois. Et Chris Paul aussi. Et McCollum n'est pas non plus réputé pour la qualité de sa défense. Il y a pas mal d'arrières qui ont fait la série de leur vie face à McCollum. Tout à fait, ils ont été capables. Les fans des Nuggets s'en souviennent bien l'année dernière. Et donc oui, il faudra surveiller de très très près CGMC, comme on dit, du côté de New Orleans et notre ami DeAndre Ayton pour les Suns. Dites-nous quel va être le joueur que vous allez surveiller. Alex, nous, on va devoir finir. Ouais, le pronostico. Il famoso. Wow, pour cette 8e preview du premier tour des playoffs 2022, dites-nous vous dans les commentaires ce que vous voyez sur cette série. Est-ce que c'est un clean sweep ou est-ce que c'est une série un peu plus accrochée que ça? Alex, on va un petit peu varier puisque on n'a pas notamment toutes les cotes là avant le début de cette série ce dimanche. Chez nos potos, ouais. Tout à fait. Donc on mettra les bandeaux après, on commentera quelques cotes, mais je vais te donner mon pronostic. Tu fais le tien, je fais le mien et ensuite on repart sur des petits pronos. Ouais, exactement. Suns 4-1. La politesse. On finit à la maison. Oui, et aussi parce que malgré l'évident déficit d'expérience dont tu as parlé, je suis pas si content que ça, moi, de jouer les Pélicans en tant que fan des Suns. Ils ont plein d'armes. Ils ont déjà, comme tu l'as bien dit, McCollum, qui offensivement est un pépère très très chiant à gérer. Ils ont des Herb Jones, des Brandon Ingram et tout, qui sont longs, athlétiques dans les ailes, là, qui vont vraiment emmerder Booker, c'est sûr et certain. Ouais. Valanciunas, c'est un vicelard sous les... Enfin, ils ont... Après, je vais pas commencer à dire que les Pélicans... Voilà, mais c'est une vraie match-up. Faut pas la prendre à la légère. Du tout. Donc, je donne 4-1 parce que, par contre, je pense qu'il va y avoir pas mal de matchs serrés. Mais alors, je vois tellement les Suns gagner les matchs serrés, par contre. Parce qu'il y a quand même un nom qu'on a à peine prononcé dans cette preview. Enfin, pas suffisamment, en tout cas. C'est Chris et Paul. L'autre, c'est son ancienne franchise. Il y vient avec le coach de l'époque. Il est en mission, il fait une grande saison, il est revenu de sa blessure, ça a l'air d'aller, il a vraiment le timing de sa blessure a été limite parfait, si tant est qu'il y ait des timings de blessure qui soient bons, tu vois. Et là, ils ont beaucoup fait jouer CJ McCollum en 1, les Pélicans, ces derniers temps. Là, notamment, c'est ce qu'ils ont fait pour jouer le play-in, par exemple. Alors, c'est intéressant parce que tu permets à Herb Jones et à Ingram de jouer sur des postes qu'ils aiment beaucoup et tout, et tu mets une raquette un peu plus blindée. Sauf que face à Phoenix, je pense que ça, Chris Paul peut grandement sanctionner ça. Bien sûr. Fortement sanctionner ça. Donc, je pense que Chris Paul va extrêmement bien gérer le tempo de cette série. Je pense que Monty Williams, si Willie Green connaît Monty Williams, je pense que Monty Williams connaît Willie Green. Et que les bonnes grosses failles des Pélicans vont être exploitées un maximum par les Suns et que donc les Suns vont être sérieux et remporter cette série comme il se doit, comme des favoris qui font le boulot. Voilà, et on espère les retrouver plus loin. Ouais, je dis 4-1, moi. Ouais. Tu mets combien, toi? 4-3? Bah allez, je vais... Je vais rester sur 4-1. Ouais, c'est le plus probable, je pense. Mais j'étais sur 4-0. J'étais en train d'hésiter. Ah oui, carrément. Ouais. Pour une raison, en fait, qui est simple, c'est que... il y a des séries, parfois... Bah, tu peux t'accrocher, mais tu te fais balader dans le money time, en fait. Et le problème, c'est que les Suns... Les Suns peuvent faire une série où en fait, New Orleans a été là. Sur les 4 matchs, il y avait égalité à la fin du 3e quart-temps. Et tu t'es fait péter la gueule dans le money time. Et tu repars avec 4-0 et merci, au revoir.
Et en fait, les Suns, ils sont tellement capables de ça. Ils sont capables de démarrer très fort chez eux 2-0 et de terminer avec un gros Game 3 parce que tu leur donnes 2-0 et le début du match ou au moins dans le vestiaire, Chris Paul il va faire les gars, juste, je connais ce genre de série, d'accord ? Là, tu leur mets la tête sous l'eau là au Game 3, il n'y a personne au Game 4. On termine avec un plus 30. Parce que mentalement, c'est trop dur. Quand tu prends 3-0 et que tu dois revenir à domicile après, c'est trop compliqué. Surtout quand dans le début du Game 4, tu as Jay Crowder qui a 4 sur 4 à 3 points dans le premier quart-temps. Tu vois, ce genre de setup là, c'est du connu. J'en donne un parce que je le souhaite pour les Pélicans. Et je sais que c'est une magnifique analyse de dire je souhaite, donc je veux, donc il va y avoir. Mais au-delà de ça, je pense vraiment que le talent de Brandon Ingram et de CJ McCollum peut faire la différence sur un seul match, que aussi défensivement, on peut avoir un Alvarado moment, un Trey Murphy moment, un Herb Jones moment. Willie Green est suffisamment bon pour essayer de faire les bons ajustements. Mais il y a zéro surprise sur ce premier tour. Je veux dire, quelque part, c'est une série où peut-être qu'en effet, dans la conférence Est, il y a eu une autre série où on a été assez catégorique sur le score aussi du premier round. Mais c'est la deuxième série où le vainqueur est déjà connu. Il n'y a aucun scénario dans lequel les Suns ne vont pas en demi-finale. Donc nous retrouvons... En tout cas, si ce scénario existe, je suis impatient de voir la série quelque part. Hein. Tout à fait, mais non, on va foncer avec les poteaux de l'Arizona en demi-finale, et ça n'enlèvera en rien l'excellente saison des Pélicans, et donc gagner avant tout de l'expérience. En fait, dans les deux côtés, il y a des vainqueurs. Prenez de l'expérience à fond. Là, engrangez là, les Pels. Allez-y, regardez à quoi ça ressemble, là, cette pression-là, l'odeur que ça représente d'être en play-off, là, quand tu te fais insulter tous tes grands morts, quand t'es dans le tunnel des Suns, et que t'as tous les fans qui veulent ta mort. Et de l'autre côté Phoenix, eh bien, préparez, gentiment, ce run qui doit être historique. Exécutez vos systèmes, assurez-vous que tous les garçons soient en rythme, et comme ça on se retrouve en demi-finale. C'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée pour les Phoenix Suns face aux Pélicans. Dites-nous vous quel va être votre petit pronostic sur cette série. Alex, on a fait les 8 previews en 5 jours, c'est bon ? C'est bon, ça y est. Tu nous montres vite fait le petit bandeau de cote là, comme ça. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous as mis ? Non, parce que c'est assez intéressant. On a quand même Phoenix qui a la cote, comme on disait tout à l'heure, la cote la plus probable pour être champion à 3,50. C'est devant les Bucks, qui sont à 5,50, si je dis pas de bêtises, nos amis les Bucks. Et après, c'est les Nets à 7,50. Et là, je voulais bien ton avis, Bastien. Ouais. Les Nets sont la 3e équipe considérée comme la plus probable pour être championne. Mm-hmm. Devant les Warriors, devant les Celtics, devant le Heat. Ouais. Est-ce que tu as un commentaire ou on s'en fout ou... Non. Moi, j'étais assez surpris. Là où je suis pas surpris, c'est que ils ont été forts sur la fin de saison, ils font un beau play-in, donc je sais plus ce qu'on avait remarqué sur la série Boston-Brooklyn, mais je crois que c'était le 4-3 ou 4-3. On avait remarqué que Boston était quand même plus favori, donc voilà. Mais je pense quand même que le chemin est long, hein. Ça veut dire qu'il faut s'occuper de Boston au premier tour, puis ensuite du vainqueur de Bucks-Bulls en demi-finale. Donc je leur souhaite bien du courage, mais j'aurais mis Golden State un peu plus haut. Peut-être moi aussi. Donc voilà, c'était histoire de passer sur ces codes de champion. On rappelle que si vous misez même sur des codes de champion, il faut miser comme un champion, c'est-à-dire uniquement le pognon que tu peux te permettre de perdre. C'est aussi simple que ça. Ne faites pas les bolos. Et sur ces magnifiques paroles particulièrement bienveillantes, on va vous faire des bisous. Les playoffs commencent ce samedi soir. On sera à minuit sur ton canapé préféré pour commenter le Game 1 entre les Sixers et les Raptors. N'hésitez pas à venir avec la grosse barbe d'Alex et de James Harden et les grandes décisions de Doc Rivers face à Nick Nurse. On va regarder ça de très près. On vous souhaite un excellent premier tour de playoffs. Alex, je te laisse avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vive les Suns, bien évidemment. Exactement, avec 2 All-Stars. On fait des bisous. Objectivité. Yes sir. On fait des bisous et très bon début de playoff 2022 à toutes et à tous. Des bisous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.